je vais vous parler de bétail et de plantes fourragères qui sont essentielles à la santé du sol. Je vous ai dit plus tôt ce matin que nous reprenons beaucoup de fermes dont le sol est abîmé. Et quand vous faites une analyse de sol, ce que je recommande une analyse de sol. Quand vous recevez les recommandations, ça va être assez difficile. Ça vous coûte cher. Et il faut quand même gagner sa vie avec la terre. Donc, on a découvert, avec une bonne régie de pâturage et avec des plantes et avec les sabots des animaux, on peut faire beaucoup pour améliorer le sol. Nous travaillons avec un merveilleux groupe de ruminants. On pourrait essayer de manger du fourrage qu'ils mangent et on en mourrait, mais eux, ils vont engraisser. Et les vaches peuvent produire des veaux et votre objectif final sur toute terre de pâturage, c'est un pâturage vivace où vous n'avez pas besoin de faire de travail du sol. Nous, on n'en fait pas. Quelqu'un a demandé à Gabe Brown, « Gabe, quelle est votre définition de travail du sol accessible? » Il a dit « un marqueur de rang sur un semoir. » On appelle ça du travail du sol excessif. Pardon? On parlait de semoir. En d'autres mots, vous êtes dans une situation de culture et vous avez un marqueur de rang. Il a appelé ça du travail du sol excessif. Oui, c'est une bonne question. Alors, on est des producteurs de microbes. On essaye de produire des microbes. Écoutez, je savais qu'il y avait des microbes, mais je ne comprenais pas leur importance avant d'avoir assisté à une conférence de la Dr. Pat Richardson. Pour ceux d'entre vous qui ne la connaissaient pas, la Dr. Pat Richardson, qui vient du Texas, et à l'époque, elle disait qu'elle était la reine des bousiers. Elle était très compétente sur la vie dans le sol. J'ai assisté à une conférence et elle a parlé de ce qui se passe dans le sol. Et ça m'a réveillé. Je me suis dit, « Hey, un instant, il faut que je nourrisse ces bestioles-là. » Comment on les nourrit? On les nourrit avec des ruminants. On n'a pas besoin de quoi que ce soit de mécanique, simplement des sabots. Et la Dr. Pat Richardson a pris un échantillon de sol, l'a mis au fond d'une chaudière de 5 gallons et l'a tamisé à travers un tamis. Et ensuite, elle a regardé ce qu'il y avait dans le fond de la chaudière avec un microscope qui grossit 60 fois. Écoutez, c'était incroyable ce qu'on voyait dans le fond de la chaudière. On ne voyait rien à l'œil nu, mais il y avait des prédateurs là-dedans. Il y avait des proies. Il y avait une bestiole qui ressemblait avec une girafe avec des pattes de cette longueur-là. Il y avait un centipède qui donnait l'impression qu'il avait 40 pattes de chaque côté. Et ensuite, il y avait un prédateur en haut d'une colline qui a sauté et a enfoncé son bec pointu dans ce centipède. Et on voyait les jus sortir du centipède. Et c'était une lutte à la vie, à la mort. Et c'est ce qui se produit. Ça se produit sur nos fermes qui ont un sol en santé. C'est comme le parc Jurassique là-dedans. Gardez les choses simples. L'énergie, c'est de l'argent c'est de l'énergie, du temps, c'est de l'argent, et de l'eau, c'est de l'argent. Toutes les entités faites par les humains, que ce soit du carburant, de l'engrais, du drenching, c'est là pour voler l'argent durement gagné des producteurs. Les animaux ne nous ont pas demandé de faire quoi que ce soit de tout ça. C'est les humains qui ont trouvé ça. Donc, la diversité des plants, ça crée de la stabilité, ça réduit le risque. Moi, ça me donne des frissons quand je conduis à côté d'un champ de soya, une seule espèce qui attend qu'un ravageur arrive et tue tout. Et donc, on pulvérise. Tout le monde pulvérise. Eh bien, pour tuer un de vos ravageurs qui vous cause problème, qui détruit votre ferme, pour chaque ravageur que vous tuez 1500 organismes bénéfiques. Et qui veut faire ça? Vous ne voulez pas faire ça. Jonathan Lundgren, il est probablement un des meilleurs entomologistes que je connaisse. Et il a dit, ouais,
On est en train de détruire les prédateurs. On tue ceux qui nous aident. Ces prédateurs sont là pour vous débarrasser de ce ravageur et on les tue. Et donc, on n'a plus de prédateurs. La régie, la façon la plus simple d'améliorer le profit, c'est avec davantage de population. Jan et moi, on vendait du bœuf à la coupe. Les gens venaient à notre ferme et on leur vendait la coupe qu'ils demandaient. Et Ian a dit, « Qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais doubler ta population animale? Qu'est-ce que ça ferait tes coûts sur la ferme? Vos coûts de gain, eh bien, ça les couperait de moitié. » Donc, depuis 10 ans, c'est ce qu'on a fait. Jan et moi, on a pu doubler notre population animale simplement en augmentant la densité, en soignant, en mettant plus de carbone dans la terre par le piétinement. Et une augmentation de la population, ça ne nous coûte rien. C'est simplement une question de régie. Il faut être prêt à faire le travail. Donc, on essaie, plus vous essayez d'émuler la nature, plus il va rester d'argent dans votre poche. Et la nature le fait depuis un certain temps. Alors, pourquoi ne pas imiter la nature? En d'autres mots, on n'est pas obligé de réinventer la roue. J'imagine... Bon, Ian était toujours en train de me remettre en question. Il est très... il est poli. Oui, il était poli la première année qu'il était ici. Il ne voulait pas me blesser. Maintenant, il dit simplement que je suis niaiseux. Et il va dire, pourquoi tu fais quelque chose de niaiseux comme ça? Et une des choses que je faisais, je vous dire comment on devient si concentré. Moi, j'avais mes bouvillons de finition qui passaient avant mes vaches. Donc, on avait 100 bouvillons d'un an et ensuite, les vaches arrivaient en arrière pour finir le broutage, mais c'était nos animaux à l'engraissement qui avaient le meilleur. C'est logique, n'est-ce pas? Et Ian m'a dit, ça, c'est la chose la plus niaiseuse que j'ai jamais vue. J'ai dit, oui, mais je les engraisse. Oh, comme ça, dans la nature, tu me dis que dans le Serengeti, les millions de buffles dans la prairie, ils quittent tous en même temps et les bouvillons d'un an se disent, on va s'engraisser. Non, ils vont se faire manger par un lion. Ils restent ensemble pour la protection. Et ce qu'il me disait, c'est que je doublais la quantité de travail. Il fallait que je déplace 2 troupeaux, 2 enclos à préparer tous les jours, 2 points d'eau et 2 soignants de minéraux. Donc, il a dit, mettez-les tous ensemble. J'ai dit, non, ils n'engraisseront pas si je fais ça. Oui, ils vont le faire. Et ça, c'était une révélation pour moi. Vous pouvez mettre les bouvillons à l'engraissement avec vos vaches. Voici ce qui se passe. Quand vous arrivez pour les déplacer, vous ne regardez pas les vaches, vous regardez vos animaux en finition. Assurez-vous que le triangle de la mort soit complet. Il faut qu'il soit bien gras. Il ne faut pas surpâturer. Et si vous les limitez, ils ne gagneront pas. Mais cette seule décision de mettre les bouvillons avec les vaches, ça m'a éliminé un troupeau, ça m'a donné une meilleure qualité de vie et il y a une chose qu'on appelle un moteur plus puissant. Plus vous avez un moteur puissant sur la ferme, c'est-à-dire le plus d'animaux, que ce soit des vaches, des moutons ou des chèvres, plus vous pouvez avoir d'animaux ensemble, plus vous allez avoir de pâturage, plus l'herbe va pousser. Pourquoi? Plus de fumier, plus de pâte, vous êtes en train de piétiner plus de carbone, c'est un rendement en énergie. Le broutage se fait différent. Au lieu d'avoir 80 vaches comme dans le passé, on en a 400. Chaque fois que vous augmentez ce niveau, le pâturage est plus agressif. Si la vache ne le mange pas, l'autre va la manger. C'est une question de compétition, mais il faut les déplacer. Tant de gens tombent en amour avec la densité de population qu'ils essaient de le monter à $1 million par acre, donc 1 million de bœufs par acre, et ils font faillite. C'est parce qu'ils ont oublié une chose. La performance animale, la performance, ça vous l'apprend. Il faut qu'ils aient assez à manger et si vous les limitez, ils ne vous le rendront pas. Quelle est la chose la plus dispendieuse d'une opération de pâturage? Est-ce que c'est le foin? Est-ce que c'est acheter du foin? Ça, il y en a beaucoup qui me disent ça. Ce n'est pas ça. Une vache non saillie.
ou ouverte. Au Missouri, ce printemps, vous pouviez acheter une vache saillie, une très bonne, une vache de 3 ou 4 ans, pour 3 000, 3 500. Et on tombait en amour pour la pousser, pour piétiner ce carbone. On montait la densité, mais on perdait de vue la performance. Elle n'avait pas assez à manger et quand on la vérifiait à l'automne, elle n'était pas gravide. Donc, elle n'avait pas été saillie. Et combien elle vaut à ce moment-là? 1200, 1300? Bien, vous avez perdu une couple de milliers de dollars sur cette vache-là. Ça va vous tuer. Donc, assurons-nous que nos vaches se fassent saillir. On peut le faire. Donc, la terre, c'est un panneau solaire. Les plantes qui poussent sur ce panneau vont déterminer son efficacité. Donc, la diversité, ça crée de la stabilité. Pensez-y, si vous avez toutes ces plantes sur votre ferme, certaines sont des graminées, d'autres des plantes à feuillage, on l'appelle ça des mauvaises herbes Forbes. Plus vous avez de diversité de végétation dans votre pâturage, bien, vous allez intercepter plus d'énergie solaire. Et en bout de ligne, plus vous avez de panneaux solaires sur votre ferme en train de capturer ce beau soleil, vous allez avoir plus à manger, plus d'argent. Donc, les semences des plantes qui sont adaptées à l'environnement sont présentes. Quelqu'un m'a posé la question au lunch, qu'est-ce que je sèmerais? Je ne sème rien, à moins que ce soit une parcelle de chasseurs, et là, je vais mettre du trèfle pour satisfaire les chasseurs. Moi, je peux vous trouver du trèfle. Si vous n'avez pas assez de trèfle dans vos pâturages, il y a une façon de l'obtenir. Augmenter la densité de la population. Jouez avec un peu. Augmentez votre population et vous allez obtenir plus de trèfle dans cette région, dans cette zone. Au printemps dernier, Ian était là et les gars ont mesuré notre troupeau de taureaux et ils les ont évalués à 1 million de livres. Ils les ont mis à 1 million de livres et il y avait 75 taureaux là-dedans qui variaient de 800 à 1200 livres et ces taureaux n'étaient pas heureux. Ils se promenaient dans ce petit enclos et ils étaient en train de le battre à mort. Ils broutaient et ils avaient hâte de sortir de là. Et on les a laissés là 20 minutes. On l'a mesuré, on a mis des piquets et on est revenu 45 jours plus tard. Et quand on a mis les vaches dans cet enclos, la clôture était disparue. Et chaque vache, chaque veau sont restés à cet endroit-là en premier. Ils sont allés à cet endroit-là. C'est comme si on avait mis une broche électrique autour. Ils l'ont brouté agressivement et ensuite sont allés dans le reste du champ. Maintenant, pourquoi ils sont allés là en premier? L'énergie cinétique. Voyez-vous, les vaches ont un champ d'énergie autour d'elles. Et quand elles vont sur le terrain, elles sont excitées et elles se promènent. Cette énergie de leurs sabots se retrouve dans le sol et ça réveille les microbes qui vivent sur les racines des plantes et ils commencent à se manger entre eux, en train de recycler de la nourriture vers la plante. C'est vraiment comme un carburant de fusée pour elles. Et on le fait souvent. On appelle ça des zones d'exclusion. Donc, quand vous déplacez vos animaux le matin, imaginons que cette affiche là-bas, c'est ma ferme, et je les ai coincés dans un enclos. Quand ils vont dans l'enclos suivant, on veut peut-être leur donner 100 pieds par 100 pieds avec de la broche électrique, et ils se promènent là-dedans et ils courent partout. Elles ne sont pas heureuses. Et on les laisse là 10 minutes. Et si vous changez la zone d'exclusion, elles se retrouvent ailleurs sur la ferme. Oh, mon doux! C'est incroyable ce que ça fait à votre terre, vraiment. Maintenant, ne le faites pas s'il pleut. Si c'est vraiment mouillé, vous allez voir ce qui arrive. Ça va labourer le terrain. Vous n'aimerez pas ça. Ça va avoir l'air comme s'il y avait des cochons qui étaient passés par là. Donc ça, c'est un ancien champ CRP. Aux États-Unis, ils paient les cultivateurs pour ne pas cultiver. Et l'intention derrière ça était bonne. Ils sortaient des terres de production
qui était facilement érodé et ça empêchait l'érosion. Et donc, c'était en 2 traitements de 10 ans. Ça a été resté là pour 10 ans et le propriétaire était rendu à son 2e cycle. Il a dit, OK, ben on va le sortir du programme. Donc, il l'a retiré du programme et c'était anciennement une monoculture. Et aujourd'hui, avec le bétail, on a renversé la vapeur. On a genre 28 espèces de plantes là. Donc, le bétail, c'est ce qui renverse la vapeur des terres et on l'a fait en 3 ans. Et voici une photo très laide. Je veux vous montrer nos réussites et nos échecs. Donc ça, c'est un échec. On a loué cette terre, c'était soya sur soya, année après année, et quand je l'ai loué du propriétaire, le reste, c'était du pâturage. C'était une ferme de 250 acres. Eh bien, il y avait environ un champ de 20 acres de soya, et j'ai dit au propriétaire, bien, on ne mettra pas de soya l'année prochaine. Lui, il laissait quelqu'un semer gratuitement. J'ai dit non, on va mettre ça en pâturage. Et ce n'était pas ma première tentative. Et ça, c'est de la lampourde. Est-ce que vous avez de la lampourde au Canada? Non? Eh bien, vous nous avez donné le chardon du Canada. Eh bien, on devrait vous donner de la lampourde en échange. Bon, ce n'est pas une bonne mauvaise herbe. Rien ne va le manger. Ben, oui, les vaches vont le manger si vous les obligez. Et moi, je les ai obligées. Je les ai mis serrés et elles ont mangé ces lampourdes jusqu'au sol. Et je l'ai fait la 2e année parce qu'il y avait de la semence. Donc, ça a regermé, les vaches l'ont remangé. Et Ian a regardé ça, il a dit, « Ben, pourquoi tu fais ça? » Ben, j'ai dit, je suis en train de tuer mes lampourdes. Il a regardé ça, il a regardé mes vaches, et il a dit, « Ben, tu es en train d'essayer de tuer tes vaches. » Je lui ai dit, « Ben, de quoi tu parles? » Il a dit, « Écoute, tu es en train de les limiter, Greg. Elles ne mangent pas assez. » Et effectivement, quand on les a sortis de ce champ, il y a moins de 3-4 jours, il y en a qui boitaient. Et ensuite, j'ai eu une éclosion de kératite dans mes jeunes veaux. Donc, les vaches ne produisaient pas assez de nutrition dans leur lait pour les veaux. Et c'est ressorti. On a eu beaucoup de kératite. Donc, Ian a dit, arrête de faire ça. Quand est-ce que les graines de lampourde germent? Le 1er juin. Donc, le printemps prochain, au mois de mai, ne broute pas ce champ-là. Fais le tour comme si tu n'en étais pas propriétaire. Et c'est ce qu'on a fait. Je l'ai contourné. Effectivement, la dactyle, la fétuque, le trèfle, tout ça a poussé. Et quand je suis allé le 1er juin, j'ai regardé et la végétation mesurait 3 pieds et c'est une terre de fond, donc c'est assez fertile. Et là, j'ai regardé et il y avait des centaines de milliers de petits plants de lampourde jaunes. Elle était jaune parce qu'elle n'avait pas assez de soleil. N'avait pas assez de soleil. Et ça, c'était l'année suivante. Donc, voici ce que je veux partager avec vous. En autant que vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas, c'est ce qui va pousser. Il faut se concentrer sur ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui arrivait dans cette situation-ci? Les vaches sont arrivées et ont mangé la dactyle jusqu'au sol et ensuite, elles ont mangé les lampourdes. Donc, j'arrachais les racines de mes bonnes plantes et donc, l'année suivante, quand j'ai laissé pousser, les lampourdes sont encore là. Elles sont encore là. Si vous allez au printemps, vous allez les voir. Je veux dire, la lampourde va vivre dans le sol pendant un siècle. Donc, Ian dit toujours, concentrez-vous sur le moment de faiblesse de votre mauvaise herbe invasive. Si vous avez du chardon, par exemple, la première, c'est un signe que vous surpâturez. Si vous avez du chardon, c'est parce que vous broutez trop. Et au Missouri, quelqu'un va me dire, « Hey, j'ai des chardons. » Puis là, quand je vais aller le visiter, je vais dire, « Je vois pourquoi. Tu ne permets pas assez de temps de reprise. » Mais ça, c'est vraiment phénoménal, de partir à ça en un seul an. Donc, voici une ferme qu'on a louée. C'en était une où on aurait fait du brûlage. Une chance que je ne l'ai pas fait. J'ai écouté Ian. Et c'est celle qui appartient aux infirmiers-infirmières.
Ils en sont propriétaires depuis 50 ans et avant ça, ils ont dit qu'il n'y avait même pas eu de bétail dessus depuis 25 ans. Donc, je suis allé les voir et on était déjà en train de produire de chaque côté. Et j'ai demandé, Gordon, es-tu prêt à me louer? Il a dit oui. Donc, je lui ai montré ce qu'on a fait. Et nous, on l'a obtenu en échange de troc. J'ai eu un bail de 10 ans. C'est une terre qui vaut 600 000 et c'est 120 acres. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entendu sa femme, elle disait qu'elle était carnivore, qu'elle aime manger de la viande. Donc ça, j'ai gardé ça en tête. Et quand on a négocié le bail, je lui ai rempli un congélateur le printemps et à Noël. J'aime ça, le troc. Donc ici, vous voyez ce qui arrive. Une vache sort sa langue. Bon, elle ne mange pas en mordant, elle arrache avec la langue. Et quand elle arrache, ça envoie un choc aux racines. Donc, ils ont fait des études. Ils ont pris 2 pâturages côte à côte. Il y en a un qui a été fauché et à côté, c'était brouté. Et ensuite, ils ont mesuré la reprise des plantes. Et ils se sont assurés que les vaches ne surbroutaient pas et c'était fauché du côté fauché à 3 pouces. Les parcelles broutées ont dépassé les parcelles fauchées par un facteur de 3. Oui, il y a eu de l'urine et du fumier qui rentraient là, mais il y avait aussi un effet de tractation. Quand une langue tire le feuillage, ça se communique jusqu'au sol. Et aussi, il y a du mucus sur le nez des vaches. Et le mucus reste sur les vaches lors du boutrage. Et la symbiose se produit depuis des millénaires. C'est vraiment un super engrais pour la plante. Il y a un gars qui a écrit un très bon article sur le sujet. Je pense que c'était dans la revue Graze. Gary Vanderpool. Jim Vanderpool. Et c'était sa revue. J'oublie le nom de l'auteur, mais il l'a surnommé le facteur smooth, S-M-O-O-Z. Oui, c'est du smooth. Et la vache le laisse sur la plante et ça la stimule. Je pense que c'est assez intéressant. Maintenant, l'action de broutage. Voici les onglons. Les onglons envoient aussi des chocs. Plus le troupeau est gros, ça va permettre la régénération de la ferme. Voici le champ énergétique autour de vos vaches. Allez lors d'une soirée très chaude d'été et regardez vers l'horizon. Vous allez le voir. Vous allez voir ce champ d'énergie au-dessus de vos vaches. C'est ce que c'est. Ça, c'est une pratique fréquente au Missouri. La ferme en bas, ça, c'est ce que mes voisins font. Ils les mettent dans un enclos et les soignent. Et au printemps, ils poussent le fumier dans un tas et le plus souvent, ils ne l'étendent pas. Le tas devient de plus en plus gros à chaque année, mais j'imagine qu'on pourrait l'étendre. Donc, imagine... Et en haut, vous voyez nos vaches qui sont déplacées tous les jours. Et si vous pouvez empêcher que de la boue gèle sur le poil de vos animaux pendant l'hiver, ils n'ont pas besoin d'être soignés autant. Est-ce que vous avez réalisé ça? Les vaches ne peuvent pas se réchauffer. S'il y a de la boue collée dans leur poil, elles ne pourront pas se réchauffer et elles vont être obligées de manger plus pour rester chaudes. Ça, c'est une erreur. C'est mon erreur. Est-ce que vous voyez quelque chose là que j'aurais pu faire différemment? J'aurais dû les déplacer plus tôt. Je les ai mis là trop longtemps. Elles se sont étirées le cou en dessous de la broche et ont essayé de brouter dans la parcelle voisine pour obtenir quelque chose à manger. Ce sont des charolais enregistrés. C'était du pâturage à forfait. Et si vous regardez
sur leur dos, on voit des os qui émergent. Elles sont plutôt maigres. Voici un autre tas brûlé. C'était une terre qu'on pâturait, c'était du carex à balai et on a mis les vaches là à haute densité, on les a déplacées 5 à 6 jours de temps. Et bon, elles ont aimé ça et voici ce qui a repoussé. Donc ça, ce serait un pâturage qu'on a échappé. Donc, au printemps, du 7 mai jusqu'au 17 mai, nos plantes étaient à cette hauteur-là et elles ont fait ça en 10 jours. On n'a pas réussi à suivre le rythme. Et c'était des graminées de saison fraîche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, nous, on a environ 70 autour de la ferme quand on a commencé. Et quand ça revient à la fin de la montaison, c'est quoi la fin de la montaison? C'est le moment juste avant que l'épi ne sorte. C'est le moment le plus appétant avec la plus haute énergie du fourrage. Une fois que l'épi apparaît, l'appétence diminue et c'est un signal à la plante d'arrêter de faire du feuillage. Donc, c'est un champ qu'on aurait échappé si on l'avait laissé. Et on le voit au mois de juillet. Donc, ce n'est pas vraiment un bon fourrage. Mais croyez-le ou pas, il y a beaucoup d'annuels d'été et d'herbe à poux là-dedans. Il y a du trèfle, de corée et de la repousse. Et est-ce qu'ils vont faire 3 livres par jour de gain là-dessus? Non, mais c'est mieux que des soignées du foin. Écoutez, il n'y avait pas plu depuis 3 semaines et il faisait chaud, 100 degrés. C'est ce qu'on a fait. On a mis une broche et ça, c'est un fourrage dépassé. C'est un fourrage qui pousse depuis le mois de mai. Maintenant, il a dépassé sa maturité. Et donc, ça, c'est le jour 1, ça, c'est le jour 2. Donc, on a les amenés là, 100 000 livres à l'acre, sans animaux qui pesaient 1000 livres dans un acre pendant 8 heures. Et voici le résultat quand on les a sortis. Donc, cette herbe que ce jeune tient, regardez ça, c'est de la litière. De quoi vous parlez là? De la litière pour le sol. Il faut soigner de la litière au sol. Quand je fais de la consultation, c'est la première chose que je regarde. Quand je suis sur un pâturage, je veux voir s'il y a une banque de litière. Si vous n'avez pas une banque de litière, vous ne nourrissez pas votre sol. Et s'il pleut, vous allez conserver la pluie. Donnez pas la pluie à votre voisin. Gardez-les sur votre ferme. Moi, je parle de sécheresse. Il paraît que vous avez eu de la pluie l'été dernier. Peut-être que vous vouliez donner la pluie à votre voisin. Et 1 mois plus tard, ces graminées que le jeune tenait, voyez ce que ça donne. Où est-ce que c'est? Bon, voici un gros plan. Donc, ça, c'est une déjection de vers de terre. Ça, c'est un gros tas d'étrondes de vers de terre. Il y a un ver qui était là et qui mangeait, et a chié. Et il a mangé cette terre. Et regardez ce qu'il y a à côté ici. Ça, c'est des déjections de vers de terre pur. Mais Greg, je pensais que tu ne mettais pas de chaux. Je ne mets pas de chaux. Je chaude avec des vers de terre. On achetait avant de la chaux agricole. Mais maintenant, bon, si vous connaissez Jim Brutetti, vous le connaissez peut-être, l'agrodynamie. C'est un des gars les plus intelligents que je connais. Il a commencé à faire des recherches sur les vers de terre. Il a constaté que les vers de terre ont la capacité de produire de la chaux. Ils l'accumulent, ils le mélangent avec leur déjection. Et ils mangent cette matière organique et mettent un petit peu de chaux dedans. Est-ce que vous avez déjà fait une analyse de pH des déjections de vers de terre? Savez-vous c'est à combien? À 7. Je viens de vous dire qu'on prend des fermes abandonnées. On importe des sources de carbone, on les fait passer par des vaches. Ces organismes arrivent. On est à 18 à 20 vers de terre par pied carré présentement. Si on peut monter à 25, c'est l'équivalent de 20 tonnes de déjection de vers de terre par acre par année. Oui, faites le calcul.
Combien a acheté 1 tonne de déjection de vers de terre, de fumier de vers de terre? J'étais en Nouvelle-Écosse et une participante a regardé ça sur son téléphone. C'est 900 $ la tonne. Et ça, c'est de la richesse biologique. Et ce sont les vers de terre qui le font. Saviez-vous qu'un ver de terre peut vivre 7 ans? Combien de petits ils peuvent produire? Combien de petits sont des descendants des vers de terre? Essayez de deviner. Est-ce que quelqu'un veut deviner combien de descendants peuvent-ils produire? 100 dans combien de temps? 100 vers par année, c'est 1,2 million. En 7 ans, leurs descendants et leurs petits-descendants vont produire beaucoup. Ils peuvent produire 1,2 million. La plus grande révélation dans ma vie de pâturage, c'est quand je suis allé dans le pâturage au mois de mars et j'ai ouvert une bouse. Et je dis, « Oh mon Dieu, je l'ai refermée tout de suite. » Je suis allé dans la maison, je suis allé chercher une pelle, je l'ai mis dans une chaudière et on a compté, moi puis Justin, mon stagiaire, des vers. On les a comptés isolément pour ne pas se tromper et on avait 462 vers dans une bouse. Maintenant, multiplier ça par 1,2 million. Oui, ça, c'est vraiment de la vie dans le sol. Combien de temps un tunnel de vers de terre reste-t-il dans votre sol? 30 ans. 30 ans. Pensez-y. Quand vous avez de la pluie, l'infiltration, l'oxygénation du sol, c'est vraiment gagnant-gagnant ce qu'ils font. Donc, en hiver, on soigne notre banque de fourrage. On va avoir de la neige et ça va quitter. C'est pas gelé tout l'hiver. Moi, je suis né sur une ferme laitière au Minnesota, dans le nord du Minnesota. On a déménagé de là quand j'avais 6 ans. Ma mère n'était pas capable d'endurer le froid. Et je me souviens, au Minnesota, on avait de la neige qui restait tout l'hiver. Au Missouri, il y a de la neige, puis à fond, puis ensuite ça revient. Donc, on est assez chanceux. Ça, c'est notre herbe d'hiver, c'est de la fétuque. La voilà, ça, c'est autour de la première semaine de février. Si vous regardez de près, il y a encore du vert là-dedans. Et ils ont analysé ce fourrage, c'est autour de 8 à 10 protéines. On a seulement besoin de 7 pour qu'une vache hiverne, parce qu'on espère qu'on ne verra pas l'hiver. Mais ces animaux performent sur ce qui a poussé l'automne. C'est pour ça qu'on appelle ça notre banque d'automne. On n'est pas obligé de les soigner avec du foin. Ça, je suis fier de cette neige-là. Je sais que c'est pas beaucoup pour vous au Canada, mais c'est beaucoup pour le Missouri. Donc, on sort la dérouleuse à balles et voilà ce qu'on fait. Donc, on déroule du foin dans des andins sur la neige. On déplace les andins. Donc, l'année suivante, on va les soigner sur le champ en avant. On est toujours en train de faire une rotation. Et on a fait ça, c'est juste du foin déroulé. La neige était si profonde qu'on ne pouvait pas dérouler. Donc, je suis allé avec un tracteur puis une lame, puis je l'ai déneigé. Et donc, j'ai tassé la neige et puis ensuite, j'ai déroulé le foin. Ces vaches, il faisait probablement 5 à 10 degrés. Elles ont un bon poil d'hiver. Leur poil est propre. Il n'y a pas de boue collée dessus. Et donc, elles endurent bien le froid. En fait, elles endurent très bien le froid. Quand vous avez un gros troupeau, qu'est-ce qu'il faut? Ils se mettent en cercle. Et elles ont chaud. Elles ont un réservoir de fermentation. On appelle ça le rumen. Et en autant que le rumen soit plein, elles vont rester chaudes. Voilà les moutons. Moi, j'ai gratté la neige pour les moutons. Et en fait, les moutons sont plus résistants que les vaches. Un mouton va creuser. Ils vont creuser avec leurs pattes, comme un chevreuil. Ils vont tasser la neige. Les vaches utilisent leur nez pour pousser la neige. Mais les foutus moutons, moi, je suis retourné, puis ces moutons-là me regardaient en disant, « Qu'est-ce que tu fais? » Ça m'a pris 2 heures pour me rendre jusqu'à eux. Et ensuite, je l'ai gratté pour eux. On a du verglas 4 ou 5 fois par hiver. Moi, je n'aime pas pâturer quand il y a du verglas, parce que regardez ça de près, quand les pattes
pile sur ces herbes, ça les casse et ça tombe au sol. Et c'est du bon pâturage. Donc, c'est vraiment bon tout l'hiver. Ouais. Bon, ça, ce sont d'autres de nos photos de pâturage. Oh, il me reste 1 minute. OK, saison chaude, vivace. Ça, c'est du barbouon fourchu. Ça, c'est des cultures de couverture semées directement. Oh, les scarabées bousiers, on en a besoin. Ces bousiers, on les a parce qu'on n'utilise pas d'ivermectine. Si vous en donnez à votre bétail, vous tuez vos bousiers. Donc, il faut apprendre à lire ces bouses. Ça, c'en est une qui est parfaite. On veut cette petite étang au centre. On veut que ce soit empilé. Et si ça ressemble à des galettes, c'est qu'on fait quelque chose de pas correct. Apprenez à engraisser vos vaches. On veut avoir des queues grasses. Ça ne va pas aller au boucher, il n'y a pas de gras. Ça prend du gras. Apprenez à lire votre sol. Prenez une pelletée, puis ça devrait avoir l'air de ça. Cette vache est si pleine qu'elle ne peut pas manger une autre bouchée. Voilà ce qui arrive. Il n'y a pas de chaume. Et le voisin utilise la méthode Columbus. Il n'y a pas de chaume. Et le voilà chez lui. Il a décidé de semer du soya, il a labouré son chaume, et regardez ça, son sol est en train de migrer vers le Missouri. Des toiles d'araignée, j'adore ça. On commence à cultiver des champignons shiitake. On bûche le bois comme ça et ça permet de produire beaucoup de champignons grâce au bio. Et Jan les vend à Columbia. Ce sont des shiitake et vous pouvez les cultiver sur des bio. On a seulement besoin de les inoculer une fois. Je n'aime pas cette citation, mais ça se retrouve sur les immeubles agricoles aux États-Unis. Rien dans la nature n'est donné, il faut le gagner. Écoutez, il faut changer cet état d'esprit. Si on apprend à travailler avec la nature, on gagne tous. Le sol gagne, les plantes gagnent, les animaux gagnent et notre communauté locale gagne. On a besoin de garder l'argent sur la terre. Ian peut vendre des coudous. Il peut vendre des coudous parce qu'il est propriétaire du jeu. En Afrique, il est propriétaire du jeu. Ça représente 12 000 $ pour ce coudou. C'est ce qu'on lui a payé. Et ça, c'est mon canal YouTube. Et ça, c'est notre site Web. Et je pense que j'ai respecté mon temps, n'est-ce pas?